Au milieu de l'Europe, au cœur des Alpes, du haut de ses 3842 mètres, l'aiguille du Midi trône comme une reine sur la vallée de Chamonix. Pendant des siècles, elle a vécu dans l'ombre du Mont Blanc. Puis un jour de 1955, les hommes réalisent un pari insensé en l'équipant d'un téléphérique. Une innovation technologique à l'époque unique au monde, un voyage au dénivelé impressionnant qui, en quelques minutes, permet d'atteindre ce lieu hors norme entre ciel et terre. Été comme hiver, les hommes qui gravitent autour de l'aiguille vont nous ouvrir les portes sur tous les possibles. C'est l'aimant par excellence de l'explorat, la vallée de Chamonix et le massif du Mont Blanc. En fin de compte, c'est un peu comme un phare en pleine mer, quoi. C'est un endroit isolé, c'est un endroit particulier. Et là, au fur et à mesure qu'on descend, on descend dans l'histoire du glacier, quoi. On est plus des prédateurs romantiques, émotionnels que des techniciens. On m'a toujours dit que j'étais pas un oiseau et que les petites filles volaient pas. Mais aujourd'hui, je vole pour de vrai. Ce qu'on cherche avant tout, c'est la passion, les émotions. Ce qui nous intéressera quand on sera vieux, c'est de penser à toutes les émotions incroyables qu'on a vécues à travers ça. C'est de l'amour tout ça. Un petit territoire à l'échelle de la planète, mais où le monde entier se déplace pour vivre les passions que les hommes aiment à s'inventer. Dans les nuits glacées de l'hiver, l'aiguille prend des allures de forteresse fantôme. Il est 7 heures du matin. Depuis 3 jours, la neige est tombée en grande quantité. Pour les hommes de l'aiguille, les conditions sont critiques. Si tous sont à pied d'œuvre, le vent qui souffle à plus de 100 km/h paralyse leur outil de travail, le téléphérique. L'accès est fermé, 2 gardiens sont bloqués au sommet depuis 72 heures. Donc là, on a toutes les hauteurs de neige, le vent, donc toutes les indications, le givre pour savoir si ça doit rouler ou pas. Mais quand on a autant de neige et autant de vent, on sait que déjà ça prendra beaucoup de temps. Voilà. La benne, ça roule pas. Ça monte pas, Ferry, pour l'instant. Le câble, il est pris, il y a trop de vent. Décision est prise d'envoyer une équipe réduite au plan, c'est-à-dire à mi-chemin de l'arrêt de Sommital. Seule possibilité pour s'y rendre, la benne de service, plus légère et moins risquée à déplacer. Les 2 conducteurs du téléphérique, Serge et Laurent, prennent rapidement possession des lieux. Le premier coup d'œil est sans appel. L'aiguille est figée entre glace, rocs et tempêtes. Pour ces hommes, la journée promet d'être longue et active. Là, on commence à voir bien le vent qui souffle sur l'aiguille. Donc là, on voit bien, c'est perpendiculaire au câble. Ça va être un petit peu plus coriace à défaire. Puis on voit bien que le câble, il part comme ça. C'est dans la gare intermédiaire que se situe le cœur du téléphérique, pris au piège des conditions climatiques. Vous vérifiez quoi? Si tout est en place, que j'ai pas de gêne au niveau de la machinerie. Pas de puissance électrique. L'isolateur du câble, on l'enlève pour l'ouverture du matin. Là, on s'aperçoit que le vent tire énormément les câbles.
Mon câble porteur passe en dessous le tracteur. Donc des conditions pour rouler aujourd'hui qui vont être difficiles. Laurent doit établir le contact avec les gardiens coincés au sommet. C'est ensemble qu'ils vont gérer toute l'opération. En fin de compte, c'est un peu comme un phare en pleine mer, quoi. C'est pas toujours accessible, c'est un endroit isolé, c'est un endroit particulier. C'est pas un endroit commun. Donc obligatoirement, on a un travail particulier pour pouvoir y monter en toute sécurité. On a 3 km 200 de câbles. Donc c'est exceptionnel. Ouais. Donc obligatoirement, la prise au vent est importante. Le plus dur, c'est de pouvoir rentrer la cabine là-haut. Nico reçu, moi je crois que ça n'a pas bougé. Pas tout à fait croisé en bas. Et ça me tient grave la ligne, ça me remonte si je dois être croisé en milieu de ligne. D'accord, je vois le gif, tout blanc. Ouais, ça va être difficile. Alors on n'est pas tout à fait croisé, c'est qu'il y a tellement de neige, tellement de givre, tellement de glace sur le câble. On voit que le câble a commencé à givrer ici et après ça augmente encore, que le câble porteur aussi a givré. Donc tout ça, ça nous fait de la masse en plus. C'est vraiment, ça peut être 30 cm de neige sur un câble qui à la base en fait à peu près 5. Et du coup, ça fait un contrepoids et ça nous tire trop la ligne. Donc là, dans ces conditions-là, pour l'instant, on peut pas trop rouler. Le reste de l'équipe arrive en renfort car l'enjeu est délicat. Tenter de faire bouger les deux cabines d'une valeur d'1 million d'euros sans les casser. Bouger là. Si on bouge pas ce matin, on ne bougera jamais. Faut le remonter au-dessus. Un des premiers risques, qu'on ait un arrêt et que les câbles puissent remonter, faire un ballon et puis se reposer de l'autre côté, ça nous croise les câbles. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi pris dans la face. Alors le câble, c'est mis dans une fissure, dans la neige, plus ou moins en travers les rochers. Et donc cette partie-là, il va falloir la sortir aussi. Ce qui serait bien aujourd'hui, c'est de tout faire quand même, qu'on soit en sécurité, qu'on puisse vérifier que le câble casse pas du coup, pour au moins demain relancer une activité avec les clients. Déjà plusieurs heures que ces hommes s'ingénuent à trouver une solution sans risque. La fatigue fait grimper la tension. Décision est prise de faire rouler doucement la cabine. J'essaie simplement de sortir la cabine un petit peu pour dégager un peu dans la face le câble qui est pris, mettre un peu moins de tension sur le câble. Aiguille, aiguille, 20 mètres aiguille. Ouais, ça n'a pas bougé chez moi. Écoute, on va pas trop accélérer parce que plus on va accélérer, plus ça va gérer des contraintes sur les balanciers. Le câble se décoince enfin. Une première victoire, un travail d'équipe exceptionnel et rigoureux. Là du coup on se retrouve avec le câble qui s'est remis à sa position initiale, plus en direction de la gare. Le fait de pouvoir sortir la cabine une fois, d'avancer et puis de faire un effet de cisaillement entre guillemets de la cabine, ça nous a permis de décoincer ce câble là. Et là du coup maintenant c'est le givre qui est une masse importante, là il a 50 cm, ça fait un moment que j'ai pas vu ça. Donc on va prendre le temps d'enlever ce gros givre du câble. Hein. Depuis ce matin à 7 h, ouais, ça commence à faire un moment qu'on est sur le qui-vive. Dégivrer les câbles est à présent la priorité absolue. Ils sont une dizaine sur le coup. Chacun a une fonction précise, pas besoin de longs discours, la mise en action est rapide. Heures de travail et de patience sont payées, les gardiens de l'aiguille ne dormiront pas une nuit de plus au sommet. Bonjour. Bonjour. On sait qu'il y a des clients, on va craser quand même. Bravo la bête à mauvais temps. On aura pu craser. Voilà, ce matin il y avait moins 20, plus le vent, donc c'était chaud. Et puis toutes les portes sont bloquées avec le givre. Donc on doit s'assurer de la sécurité partout dans le bâtiment pour pas qu'il y ait de problèmes techniques avec le froid et tout ça. Donc voilà, c'est pas mal de boulot. Puis c'est surtout qu'il faut faire attention de ne pas se faire mal parce qu'on est quand même seul là-haut. Donc il faut faire attention de ne pas se blesser.
Être le plus haut téléphérique d'Europe est à chaque fois une gageure pour ses techniciens. Ils savent qu'atteindre ce sommet de 3842 mètres en moins de 20 minutes reste une prouesse technique très peu égalée dans le monde. On a trouvé la solution, et ça c'est, je dirais, l'histoire du téléphérique, les anciens, la passation de pouvoir et d'expérience qui nous ont fait prendre cette décision de dire on va faire une trentaine de mètres, on en fait encore une quarantaine de mètres, marche arrière, marche avant, tout ça à petite vitesse, pour essayer de cisailler légèrement le câble tracteur dans le glacier afin qu'il se libère et qu'il se décharge de son givre. Et la relève commence le prochain service. Bonne garde. Au petit matin, 5 jours déjà que l'aiguille s'est endormie dans le froid, la neige et le givre. Un spectacle à couper le souffle. Le téléphérique enfin en marche atteint le sommet. Ils sont une trentaine à débarquer. Tous animent l'endroit au quotidien. Tout est figé, mais dans 1 heure, les premiers touristes doivent être accueillis. Malgré les conditions, ils ne résistent pas à faire ce voyage unique entre ciel et terre, pour lequel la plupart sont venus à Chamonix. À peine arrivé que tout ce petit monde se met sur le pied de guerre. Chaque minute est comptée, mais l'ampleur de la tâche est gigantesque, des tonnes de neige à dégager en un temps record. Derrière ce mur infranchissable, la célèbre arête de l'Aiguille, départ de tous les possibles. Ski, alpinisme, freeride, tout un univers au-dessus du monde. C'est l'accès pour le départ des skieurs à la Vallée Blanche. Après le vent, quand il y a du vent, ça remonte toute la neige des couloirs et ça vient faire une grosse taille de culmination ici. Là. Ça coupe de dessus, donc ça vient boucher ici. D'ici 1h30, c'est bon, c'est fini. L'arête est le point vital de l'endroit et peut très vite devenir dangereuse pour les néophytes comme pour les professionnels. Le vent qui souffle à plus de 100 km/h s'est engouffré dans les dédales des galeries rocheuses. Le travail, oui, c'est une condition d'extrême souvent. On a ça toute l'année. Hein. Un gros coup de mauvais temps, même au mois d'août, c'est 50 cm de neige, 1 mètre de neige sur les terrasses. Il fait 20 degrés en bas, ici il fait sous zéro. Voilà, on a des grosses amplitudes de température à supporter. C'est tout le temps l'hiver. Tout le temps l'hiver. Des fois, c'est dur quand il y a entre 20, moins 20 et moins 25, 26, et il y a du vent. Alors là, c'est vraiment froid et c'est dur de faire la neige sur les terrasses comme ça. Comme ce matin, il y avait des congères de 2 mètres. Alors là, c'est plutôt dur. Le plus dur, c'est de tailler justement le chemin là, qui est dans la face nord, après de mettre les piquets, tout
toute la préparation et tout l'équipement qui a lieu en général entre décembre et janvier. La Vallée Blanche, c'est pas un itinéraire de ski, c'est pas une piste, hein. C'est un itinéraire haute montagne. Donc les gens, à partir du moment où ils franchissent le portillon, là, ils prennent quand même leurs responsabilités. Par contre, sur l'arête, moi, personnellement, comme je suis responsable de l'équipement, je me sens quand même un petit peu responsable s'il arrivait un problème à une personne qui emprunte l'arête, qui a un problème, qui passe sous les cordes. Ou... Bon, en principe, les gens qui viennent ici, surtout en hiver, pour faire des courses, normalement, ce sont des alpinistes aguerris qui sont censés savoir affronter toutes les conditions hivernales et de la haute altitude. Mais on voit aussi malheureusement des pseudo-alpinistes qui s'engagent souvent sans trop savoir. On est là, on ne peut que leur donner des conseils. Évidemment, on ne peut pas leur interdire de passer le portillon là, sur l'arête. Il fait -20 au sommet et dans la cabine, les touristes sont au rendez-vous. Pour rien au monde, ils ne rateraient cette expérience unique. Aujourd'hui, on a ouvert parce que s'il n'y a pas de vent, qu'on ne voit pas 1 mètre, on ouvre quand même. Il y a des clients, il y a des groupes qui viennent d'Asie, du monde entier, et qui montent, quel que soit le temps. Il n'y a que le vent qui nous arrête. Dans les couloirs, 2 alpinistes anglais. Il n'y a rien d'équivalent dans le monde, tu sais. Tu peux te réveiller après avoir passé une nuit d'enfer et être en haut le lendemain matin à près de 3800 mètres. Avec la benne, on monte en 20 minutes, alors qu'à pied, il faudrait 2 jours. Du bon rocher, une belle journée, de belles femmes, une bonne glace, du bon ski, des bons moments. Venir dans cet endroit, c'est l'une des choses les plus extrêmes, les plus excessives que l'on puisse faire. Le téléphérique qui nous emmène jusqu'ici est vraiment un accès génial pour faire de l'escalade. Le temps est extrême aujourd'hui et je suis inquiet de faire cette expérience. C'est la pire situation à laquelle je pouvais m'attendre. Leur enjeu du jour, descendre 100 mètres plus bas sous la passerelle et remonter des vertigineux murs de glace. À cette époque de l'année, un magnifique terrain de jeu pour ces alpinistes de haut niveau. Déjà le froid chasse les premiers visiteurs et dans le même temps, Raphaël, le responsable du site, commence à s'inquiéter. Donc là, on va regarder celle-là sortir. On regarde surtout l'autre entrée. C'est du côté de Mont-Blanc qui nous embête le plus. Voilà, il y a déjà 1 tonne de charge, plus les clients, et la cabine débite déjà pas mal. On ira regarder l'autre côté quand la benne arrive. Écoute, on la regarde rentrer, là, la benne Mont-Blanc, et on prend la décision d'évacuer les clients ou pas. On regarde ce que la benne aiguë, quand on prend vraiment les descentes. Ah, c'est moyen, la décision est prise, on va évacuer les derniers clients de l'aiguille et puis voilà. Ouais Roy, donc on évacue. On ferme. On va pas les casser une cabine pour faire passer 50 clients en plus. On va fermer. Bonjour. Vous parlez français? Oui, un peu. We are going to close, because wind is getting stronger. So you have 20 minutes to finish your meal. And, then we can get the yeah. Bonjour. You speak English? Yeah. We are going to close the cable car. So when is the last one? Yeah, in 15 minutes. Yeah, okay. Nous avions juste un jour de disponible aujourd'hui. On s'est dit on y va, puis on a pensé oui, on va y aller. Et nous sommes ravis. Well, it's 0 degrees today, isn't it, in Chamonix?
Mais ici, il ne fait pas de degrés comme aujourd'hui en bas à Chamonix. Ici, il fait au moins moins 30 apparemment. Et c'est fou de passer d'un endroit où les gens vivent normalement à cet endroit où la nature est à l'état brut et dans sa pleine authenticité. C'est une chance de voir cet endroit figé dans la glace et la neige. On ne peut aller nulle part. Nous sommes comme dans un nid d'aigle. Avec le sourire, tout le monde est évacué par le téléphérique, sauf les jeunes Anglais qui préfèrent s'enfoncer dans les brumes vertigineuses à la recherche de leur plaisir et d'un peu d'adrénaline. Ce choix est libre et c'est toute l'histoire de ce lieu considéré comme la Mecque des alpinistes. La lutte de l'homme face à cet environnement auquel il continue sans cesse de se confronter depuis plus de 2 siècles. Générateur de défis comme peu d'endroits au monde, l'Aiguille et sa folie des grandeurs, depuis sa construction en 1954, est l'ADN de Chamonix, 3000 mètres plus bas. Éprouvant le temps d'une visite éphémère les sensations de la haute altitude, 500 000 touristes jouissent chaque année de ce panorama exceptionnel avec frissons garantis. En 2013, en rénovant ses structures avec des technologies de pointe, l'Aiguille redevient pour quelques mois l'un des chantiers parmi les plus vertigineux de France. Un symbole comme une nouvelle image résolument ancrée dans le XXIe siècle. Pour accompagner cette rénovation non-stop, Pascal Brun, l'incontournable pilote de la vallée, conjugue ici en permanence sa profession et sa passion. C'est pas un métier en fait, moi c'est un jeu permanent. Et de jouer à 55 ans avec la même gourmandise que quand on avait une dizaine d'années, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a ça dans la peau, hein, ni plus ni moins. Moi je suis en osmose avec ce milieu, mais également avec les demandes des clients, parce qu'on veut toujours bien faire, parce que tout simplement ça plaît, quoi, parce que ouais, on a ça dans la peau. Je ne peux pas faire autrement que de m'en régaler chaque jour davantage, quoi. Avec son écureuil orange, Pascal Brun est le maître du ciel. Son bureau, ce territoire de 400 km², son CV, 22 000 heures de vol, une expérience qui lui confère l'expertise suprême. Ouais, quelque part, je suis vraiment un drogué, quoi. Un drogué de mon métier et du milieu dans lequel j'ai le privilège de le faire, parce que c'est une chance exceptionnelle de pouvoir voler au milieu de ces montagnes. L'Aiguille est aussi le domaine d'un sport extrême, le wingsuit, autrement dit un saut dans le vide à partir de ses sommets avec une simple combinaison en forme d'aile et un parachute pour atterrir. À 35 ans, Géraldine Fasnacht en a fait son métier. 3, 2, 1, Ce qui la fascine, c'est l'esprit de conquête, le goût du risque, le sentiment de liberté, tous ces ingrédients qui font de Chamonix un endroit où il est interdit d'interdire. Pourtant, au regard du nombre de morts, cette activité inquiète le monde de la montagne, mais le mythe d'Icare est ici une réalité quotidienne. Ça, c'est du saut. Ouah, je suis partie de là-haut. Et j'arrive 2800 mètres plus bas. Incroyable, trop beau. Dès notre première rencontre, Géraldine Fasnacht est très claire. Elle n'a rien d'une trompe-la-mort. Derrière ces sauts extrêmes, tout est pensé, millimétré, et rien n'est laissé au hasard. Voilà pourquoi elle nous donne rendez-vous dans cette soufflerie qui simule la chute libre. L'endroit est fréquenté par ses amis champions du monde de parachutisme, une discipline qui fait partie de sa pratique. Géraldine a déjà quelques centaines de sauts à son actif.
C'est avec eux que la jeune sportive poursuit son apprentissage pour continuer à tutoyer sans fin les nuages. C'est magique de les voir voler. Rien qu'à regarder, moi j'apprends énormément et pour moi le but de venir ici c'est d'apprendre à éliminer les mouvements parasites et à faire des mouvements aussi précis qu'eux. Et on voit que chaque petite partie du corps est utilisée pour un certain mouvement. Tout d'un coup il va mettre les pieds de côté pour tourner, tout d'un coup il va mettre la pointe de pied pour prendre de la vitesse, tout d'un coup il va replier les pieds pour freiner. La même chose avec le bassin, la même chose avec les épaules, il va rentrer une épaule pour carver, ou il va plier un bras pour dériver. Et moi, c'est tout ça que j'utilise pour la wingsuit aussi. Là, je peux vraiment apprendre dans un diamètre restreint où je suis obligée d'être très précise dans mes mouvements et je peux être corrigée par mon instructeur très rapidement et j'ai aucun mauvais mouvement qui s'installe. Et c'est quelque part des gestes de survie pour pouvoir contrer des mauvais départs, des glissades, des choses qui peuvent arriver en fait. Géraldine est une femme de défis permanents. Elle nous propose un nouveau rendez-vous dans quelques semaines pour parler de son prochain challenge. Les wingsuiters ne sont pas les seuls à voler dans cette vallée. Il suffit de lever les yeux pour voir parapentistes et speedriders dessiner d'élégantes arabesques dans le ciel tout en survolant les glaciers torturés et crevassés. Tout déplacement sur ces terrains est loin d'être anodin. Dans les siècles passés, ces lieux ont longtemps effrayé les gens de la vallée. Tant d'histoires autour de ces effroyables gouffres qui engloutissaient tous ceux qui tentaient de s'en approcher. Et puis un jour, en partie grâce au téléphérique de l'Aiguille, les hommes s'y sont aventurés jusqu'à se les approprier, comme cette vallée blanche devenue mythique. 23 km de descente, 2800 mètres de dénivelé et l'un des plus beaux panoramas des Alpes. Dans les dédales de Sérac, un expert des crevasses, le glaciologue Luc Moreau. Luc étudie jour après jour le mouvement des glaciers. Et ce qui l'intéresse aujourd'hui, ce sont les crevasses. Ici, le terrain est incertain. La moindre erreur de jugement et tout peut s'effondrer à tout moment. Sylvain Frindeau, le guide de haute montagne qui l'accompagne, applique les préparatifs extrêmement précis car il faut s'encorder pour visiter ces abysses. Dans le boulot de guide, mais dans tout le montagnard, il y a vraiment une grande part d'inconnu, dans tes trous noirs, de fantasmes même peut-être, dans les crevasses. Et du coup, par rapport à tous les risques en montagne, ça fait vraiment partie des risques qui sont bien pris en compte et on fait vraiment attention. Donc là, on blinde le truc, on fait un double corps mort. Quand j'ai commencé en maîtrise en 1986, il y a presque une trentaine d'années, j'avais eu ce sujet de maîtrise en glaciologie et je voulais vivre le glacier puisqu'on m'avait donné ce sujet-là. Alors j'avais acheté un bout de corde, je n'avais pas les compétences de Sylvain, j'avais acheté un bout de corde, un bout de chinte, un bloqueur, un harnais, une broche à glace, puis j'étais descendu dans une petite crevasse au glacier des Bossons. Et j'étais super content parce que la crevasse, c'est le livre qui s'ouvre, c'est le glacier qui s'ouvre et qui montre un peu son intimité, entre guillemets. Et les crevasses, c'est un des rares moyens d'aller voir l'intérieur, quoi. Et justement, là, on va aller voir le stockage des couches annuelles, l'accumulation annuelle. C'est l'usine à fabriquer de la glace. Waouh! On va faire une petite mesure de profondeur. Waouh! Magnifique ce pont. Un beau trou, hein, disons.
file droit là-bas. On descend un peu dans l'histoire du névé. Donc il y a une partie de la neige qui fond. Et cette neige qui fond donc, produit de l'eau et l'eau regèle. Donc on voit des couches de regel. En fait la neige qui est ici, elle va se transformer en glace en 7-8 ans. Et ensuite ça met 150 ans pour franchir les 12 km. Et voilà, 32 mètres 80, 33 mètres, plus 2, voilà, 35 mètres. Et en dessous, on a 150 mètres de glace tempérée sous 30 à 40 mètres de névé. Et là, au fur et à mesure qu'on descend, on descend dans l'histoire du glacier, quoi. Et quand on voit que il y a des crevasses si profondes, cachées par des ponts de neige, on n'a vraiment pas envie, en ski, en vallée blanche, là, quand on est en vallée blanche, on n'a pas vraiment envie de tomber à l'intérieur. Hein. Tomber dans le trou, là. Hein. Et là, on voit bien que le pont de neige n'est pas très épais. Hein. C'est le danger des glaciers. Voilà. C'est le danger des glaciers, les crevasses cachées par les ponts. Et parfois, voilà, c'est l'accident et il faut être en sécurité. Pas une piste de ski. Si Luc a raison d'inciter à la prudence, miraculeusement, il y a peu d'accidents dans cet endroit pourtant surfréquenté. De la mer de glace à la vallée blanche, l'univers devient soudain plus minéral. Ici, le glacier avance et se perce de drôles de trous. On les appelle les moulins et les bélières. Ils peuvent atteindre jusqu'à 400 mètres de profondeur. En dessous se trouvent d'énormes réserves d'eau utilisées par EDF pour produire de l'électricité. Luc Moreau nous invite à le suivre dans cet univers insoupçonnable pour ceux qui skient 130 mètres plus haut. Sous cette puissante nature, la température avoisine 0 degré. Luc est spécialiste des flux hydrauliques et il y étudie la circulation de l'eau. Des sites sous glaciaire, il n'y en a que 4 dans le monde. Il y en a 2 en France, 2 en Norvège. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on peut accéder sous un glacier, on regarde, on observe, on récupère des informations, surtout sur les circulations d'eau, sur tout ce réseau hydraulique qui participe aussi à la dynamique du glacier. Puisque lorsque le glacier est rempli d'eau, au printemps, en été, les glaciers glissent un peu plus vite qu'en hiver. Mais ce n'est que l'hiver qu'on peut accéder sous la glace, puisque là, il y a très peu d'eau. Et donc, on est sûr de ne pas se prendre un torrent qui fait 10-20 mètres cubes secondes. Ici, les hommes transforment la glace en lumière. Pendant 3 ans, ils ont essayé de localiser où passait l'eau. Et c'est ça le gros problème, en fait, sous les glaciers. Parce qu'en fait, le torrent en hiver, il est très peu large. Il fait 1 mètre, 2 mètres de large. La vallée fait 500 mètres de large. C'est pas facile de trouver un tout petit ruisseau qui fait 2 mètres de large sur 500 mètres de large. Donc on tâtonne, ils percent des galeries transversales, on perce des trous verticaux, on met de la coloration en surface. Et donc ils ont quand même réussi à trouver donc, l'endroit propice pour capter l'eau de la mer de glace. Il y a de nouveaux dangers par rapport donc à lorsque les glaciers étaient plutôt en crue et gagnaient du terrain. Là, les glaciers se raccourcissent, le climat se réchauffe et donc il y a des nouveaux dangers. Mais ici, le gros danger, c'est surtout les moraines, les pierres. D'ailleurs, on le voit bien dans ce site sous glaciaire. Lorsqu'on fond la glace à l'eau chaude pour dégager le puits, il y a des blocs énormes qui sont gros comme la galerie ici, qu'il faut miner pour dégager les puits. Ainsi, durant 3 ans, dans les entrailles de la mer de glace, les hommes ont travaillé jours et nuits dans des conditions extrêmes afin que la vallée de Chamonix continue d'être éclairée grâce à ces glaciers. Dans ce surprenant massif de haute altitude, nulle part ailleurs ne se retrouve une telle densité de pics, de dents et d'aiguilles. Si ce lieu évoluait jusque-là au rythme lent des aléas géologiques, depuis 25 ans, l'environnement se fragilise de plus en plus rapidement avec le réchauffement climatique. Un état de fait qui pose de nombreux problèmes de sécurité et l'écroulement des roches est devenu pour Ludovic Ravanel un sujet d'étude permanent. Moi je descends, j'installe le relais
Dès que je suis sur le relais, Manu, tu peux descendre avec les cordes. Donc nous, si j'ai bien compris, on va se mettre en amont de cette vire, finalement entre les deux vires, entre celle qui a la neige sale et la neige un peu plus blanche. Ouais, exactement. En fait, il faut être là où il n'y a pas de fracture visible en surface, pour être le plus homogène possible. Ouais. Ludovic Ravanel est géomorphologue à l'Université de Savoie. Il est le spécialiste de ce phénomène qui va s'accélérant dans l'ensemble des Alpes. C'est bon Ludo, t'as fait les relais? Ouais. Est-ce que tu veux que je te passe des cordes? Depuis une dizaine d'années, Ludovic scrute certaines de ces grandes parois comme les Drues ou encore ici l'aiguille du Midi qui supportent les fondations du téléphérique. À ce titre, elle est particulièrement surveillée. Alors, ça veut dire que... Est-ce que tu veux un peu... De manière générale, ce qui nous intéresse, c'est la stabilité des versants. En fait, à partir d'une certaine altitude, ces versants ils sont gelés en permanence. C'est ce qu'on appelle la présence du permafrost. Et le fait que ce soit gelé, ça permet évidemment la présence de glace. Et cette glace, elle a tendance à stabiliser les versants. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de dégrader de la glace qui est très très ancienne et qui a un rôle important pour la stabilité des parois rocheuses de haute montagne. Et c'est le cas dans le massif du Mont Blanc. Ok. Nous, du coup, aujourd'hui, ici, à l'aiguille du Midi, pour nous, c'est un véritable laboratoire. On est très haut en altitude, donc il y a du permafrost. Il y a l'accessibilité par le téléphérique. C'est des conditions idéales. En plus, il fait beau. Il fait pas froid. C'est super. 6,85. Ok. 6,90. Ok. Sur ces parois de l'aiguille, Ludovic teste une méthode pour déterminer les contenus des fractures. Une étude qui va améliorer notre connaissance du permafrost, ce gel permanent qui soude les roches entre elles. Ok. C'est bon. On a recensé comme ça une soixantaine d'écroulements. L'essentiel de ces écroulements se sont produits sur les 2 dernières décennies. Et il y a une corrélation parfaite avec les températures, ça se passe l'été, ça se passe en période plutôt caniculaire. Donc effectivement, le réchauffement climatique a un impact direct non seulement sur les glaciers, mais également sur les parois rocheuses, via la dégradation du permafrost. Sous les flashs du photographe de Paris Match, si Géraldine est une star, c'est tout simplement qu'elle risque sa vie pour la vivre. Voler est le plus vieux rêve de l'homme et ses tenues d'oiseau, étudiées et testées au millimètre près, ne peuvent pourtant effacer tous les risques. Géraldine ne cesse de dire que le hasard n'a pas de place dans tout ce qu'elle entreprend. Et derrière ces quelques morceaux de tissu, une tête et des mains expertes, celles de son mentor, Jean-Noël Hitzstein, lui-même wingsuiter de longue date. Moi, j'ai totalement confiance en Jean-Noël. Quand j'ai commencé, c'est la première personne à qui j'ai acheté du matériel. C'est quelqu'un qui est totalement perfectionniste. Et puis, je sais que si je viens chercher mon matériel ici, je sais que quand je serai en montagne, je serai bien, puis j'aurai du matos parfait. Moi, je vole avec la Venom Power parce que je trouve que c'est celle qui me correspond le mieux et celle que je préfère, qui me donne la marge de sécurité que j'ai besoin pour les sauts que je pratique, parce qu'il y a tellement de pratiques différentes. Et j'aime bien, moi, les sauts en haute montagne, avec des départs courts, donc pour moi, c'est la wingsuit parfaite. Une wingsuit, c'est un bout de tissu et c'est uniquement notre corps qui nous fait voler. Donc on va piquer du nez, mettre les ailes dans le dos. Donc on a vraiment l'impression, des fois, presque de plus tomber. On a la sensation d'être un oiseau et c'est fabuleux. Alors là, les 4 poches, là, de chaque côté des bras et sur les jambes, c'est les entrées d'air pour gonfler toute l'aile de jambe. Et ça, c'est pour le bras droit et là, c'est pour le bras gauche. Dans son atelier de Servoz, Jean-Noël expérimente sans cesse des nouveautés. Son but, essayer de minimiser l'encombrement et le poids. Voilà. Et celui-là, il n'est pas encore en vente? Non, du tout. Il est génial, celui-là. Le simple pliage de son parachute très méthodique en dit long sur son degré d'exigence. Géraldine, qui a plus que jamais en tête son défi secret, nous donne rendez-vous dans un mois. À quelques semaines de ce saut spectaculaire, il nous reste une dernière rencontre avec un monde qui véhicule mythes et mystères.
Ils partent au petit matin des refuges et se dirigent en général où personne ne s'aventure vers un autre monde, celui des cristaux. C'est dans ce chaos de blocs de granit qu'ils cherchent le Graal. Et ce qu'ils cherchent est né ici, il y a 15 millions d'années, 10 km sous terre. Par le soulèvement alpin, les cristaux se cachent à présent à 4000 mètres d'altitude, dans des cavités que l'on appelle des fours. Il faut souvent, pour les atteindre, recourir aux techniques d'escalade de haute difficulté. Jean-Franck, René et Kim sont tous les trois guides de haute montagne et partagent cette passion depuis plus d'une vingtaine d'années. Une passion éphémère puisqu'elle n'a lieu que quelques semaines par an, quand le massif s'assèche. Pas le bon trou, ça a l'air d'être au-dessus. Bien qu'ils soient vigilants aux effets du réchauffement climatique, lorsque de nouvelles cavités se découvrent, elles s'accompagnent de risques accrus. Permafrost, chute de pierre sont les grands dangers qu'ils redoutent et que René a déjà cruellement expérimenté puisqu'il ne grimpe plus qu'avec un bras. C'est une aventure qui est risquée parce que la nature même du cristal de roche fait que nous sommes obligés d'évoluer dans du rocher un peu pourri. La silice étant absorbée par la croissance du quartz, très souvent, autour des fours à cristaux, ce sont des roches qui sont pourries et qui se brisent facilement. J'ai un petit peu payé pour le savoir, puisqu'il y a quelques années en arrière, je me suis retrouvé au milieu d'un effondrement de rochers très important. J'ai fait une chute verticale d'une cinquantaine de mètres sur les rochers, puis après de plusieurs centaines de mètres sur la glace, et j'ai fini dans une crevasse où j'ai été récupéré à 29 ou 30 degrés. L'accident, il n'a pas altéré mon amour et ma passion de la montagne. Waouh, super. Ah, c'est bon signe pour la suite du truc. Je te fais descendre le sac. Dis donc, pas mal. Il fait briller en mouillant un petit peu, tu vois. On enlève la poussière. Ah, ça fait de jolies pièces, une très belle qualité. Oh là là. Tu vois, joli petit morceau de fluorine. Ouais, ça c'est une très jolie pièce. Et la fluorine, c'est un minéral qui s'est dissous lors de la formation. Et donc c'est très rare. Il devrait y en avoir des grosses quantités, mais comme ça se dissout facilement, il y a quelques endroits qui sont protégés où il peut y en avoir. Ouais, sur la planète Terre, on a la chance d'en trouver à Chamonix, en Suisse centrale, un peu au Pakistan, quelques rares au Pérou. Mais là, les plus belles ces dernières années viennent vraiment du massif du Mont Blanc. Ah, j'espère qu'il y aura d'autres morceaux quand même. Avec René, c'est notre 40e saison aux cristaux. On a fait la première saison en 1975. On avait trouvé un gros four dans la face sud du Chardonnay. Et depuis, pratiquement chaque été, on est allé ensemble.
qui sont vraiment creux au fond et ça veut dire qu'il y a un trou. S'il y a un trou, ça c'est vraiment le paradis, c'est la caverne d'Ali Baba dans les grosses zones comme ça. Eh ben non, il n'y a pas de trou derrière. Ah, c'est joli. Je suis passé il y a 3 ans ici. Les fours qui étaient 10 mètres au-dessus commençaient à se découvrir. La ligne du glacier était au moins 15 mètres plus haut. Et il y a 15 mètres de parois avec des veines de quartz, avec des petits fours de cristaux un peu partout qui se sont dégagés depuis. Là par exemple, on est quoi, à 1 mètre du glacier. C'est quelque chose qui vient de se découvrir. Donc il y a encore des choses à trouver. Et les grandes découvertes qui ont été faites dans le massif du Mont Blanc ces dernières années, il faut dire c'est essentiellement les glaciers qui ont fondu et puis qui découvrent de nouvelles cavités. En parallèle, Jean-Franck est conscient que les dangers se font de plus en plus présents, comme le montre ce spectaculaire écroulement. C'est certes dangereux, il y a des aléas entre les chutes de pierre, les chutes de sérac, mais en même temps c'est une gestion permanente du risque, c'est-à-dire qu'il faut observer la montagne, c'est-à-dire qu'il faut venir au bon moment, à la bonne saison. Là par exemple c'est une énorme paroi de rochers brisés au-dessus. Il est impossible de venir aux heures chaudes de l'été à cet endroit-là, parce qu'il y a des chutes de pierre de partout. Et donc il faut attendre l'automne, quand tout regèle, quand la montagne reprend un peu une position hivernale, pour pouvoir à nouveau aller dans ces endroits où là la nouvelle neige et le nouveau gel tient tous les rochers et du coup il n'y a absolument aucun danger. Nous sommes fin septembre. La neige est déjà tombée en grande quantité et cela arrange les cristalliers. Ils vont pouvoir visiter certains de leurs fours beaucoup trop dangereux cet été. Jean-Franck, issu d'une grande lignée de guides et de cristalliers, est accompagné pour cette sortie de son fils Jonathan, champion du monde de freeride, qui se passionne aussi pour ce feu pris dans la glace que sont les cristaux. Les cristaux, c'est vraiment une balade dans la montagne. On est libre d'aller où on veut, on passe des journées à prospecter toute la montagne, à se balader, à chercher les endroits où personne n'est jamais allé, donc on est vraiment à l'aventure. Alors là, le burin de ce côté pour la pousser de ce côté, et on va en mettre un autre de l'autre côté pour équilibrer les pressions et faire une belle fissure. Ah, elle est en train de venir, elle est détachée. Doute, tu essaies de garder le carimate dessous. Ouais. Tire vers nous, allez. Attends, je vais essayer de la prendre aussi avec toi. Voilà. Voilà. Magnifique. Regarde. Bon, d'habitude, c'est plutôt quand c'est très très sec qu'on trouve des cristaux. Là, avec l'orage de la nuit, tu vois, ça a couvert dessus. Et on le désolidarise assez facilement parce qu'il y a une couche de granit pourri. Splendide. Très belle qualité. Ah, c'est beau, hein, ça fait un paquet de belles pointes de pointe avec un beau peninsula. Ouais, ça sera beau avec un coup de gel. Hein. Tiens. Côté, là.
Le coin est difficile à trouver, bien entendu, il est difficile à trouver. Mais une fois que le coin a été trouvé, il s'agit de descendre les cristaux. Et là, c'était un cristal, une plaque, un ensemble qui est très très lourd. Donc il a fallu que nous trouvions vraiment la solution. Et ça a été de faire un téléphérique pour ne pas prendre trop de risques et ne pas transporter cette pièce qui est belle, mais lourde. Ça va faire au moins entre 50 et 60 kilos. Tu peux imaginer, c'est compliqué. Lourd. C'est bon? Quand tu es dans des parois difficiles, où tu dois faire des manœuvres de corde compliquées, être dans du rocher pourri, qu'en plus tu as des sacs sur le dos qui dépassent les 30-40 kilos, tu ne peux pas ne pas prendre de risques. Alors on essaie d'en prendre le minimum. Mais pour prendre le minimum de risques, tu vois, il faut savoir faire toutes les manœuvres de corde, même les plus compliquées. Des tyroliennes compliquées, des petits téléphériques, des pendules. Ce qui n'est pas du tout ce que font la plupart des alpinistes qui n'en ont pas besoin. Comme ils n'ont pas besoin de les faire, ce sont des manœuvres qu'ils connaissent mal ou qu'ils ne connaissent pas. Porter des sacs très lourds et tout, ça c'est sûr que c'est vraiment extrême quoi. Descendre en rappel avec le gros sac qui tire sur les épaules en arrière. Voilà, mais c'est des bons moments. Après on est encore plus content d'être en bas. Et puis encore plus quand on déballe les pièces quoi. Magnifique ce quoi. Voilà, c'est la belle récompense. La plus grosse plaque de ma vie quoi. J'ai jamais vu un truc aussi gros. J'ai bien fait de me casser de l'eau. Parfait. C'est marrant, il y a comme des cheveux à l'intérieur. Hein. C'est plus un effet d'optique, de cassure que de minéraux à part, mais c'est assez étonnant. Genre d'âme à l'intérieur. Conscient de ce patrimoine unique, la ville de Chamonix et le club de minéralogie ont eu à cœur de conserver les plus beaux spécimens dans un musée entièrement dédié aux cristaux. Nous retrouvons René dans ce lieu scientifique qui rappelle l'histoire de la formation des montagnes. Le musée expose les plus belles pièces de quartz et de fluorine rose trouvées dans les entrailles des sommets environnants. On est plus des prédateurs romantiques, émotionnels que des techniciens. Ce qu'on cherche avant tout, c'est la passion, les émotions. Et c'est vrai, quand on sera vieux, on ne va pas se souvenir de notre compte en banque, ça ne nous intéressera jamais. Ce qui nous intéressera quand on sera vieux, c'est de penser à toutes les émotions incroyables qu'on a vécues à travers ça. C'est de l'amour tout ça. Donc l'accident, à travers la mort et à travers la passion, c'est parti de ça. On ne peut pas séparer la possibilité, le risque, l'accident, la mort, la passion et l'activité dans le massif du Mont-Blanc. C'est la même vie, c'est la même chose. L'ADN de Chamonix qui représente plus de la passion, plus de l'émotion que de la performance. C'est une ville de tragédie, mais c'est une ville de passion, c'est une ville d'amour et on est là-dedans. Dans la vallée, 2 mois déjà que Géraldine Fasnacht poursuit son projet gardé secret par superstition. Elle a réuni aujourd'hui l'équipe qui va l'accompagner dans son aventure, Kim et Jérôme, les 2 guides, Bertrand, le caméraman, Jean-Noël, le couturier, et l'incontournable pilote Pascal Brun. Bon bah voilà le terrain de jeu, c'est sympa non? Bah c'est sûr que c'est sympa. J'aimerais partir du sommet des Jorasses et essayer de faire le vol le plus long possible depuis le sommet des Jorasses. Donc ça voudrait dire
tourner autour de l'arête des hirondelles et la passer le plus tôt possible. Ah, donc, je veux dire en Italie alors. Finir en Italie, ouais. Ah ouais. Et là, ça passe, t'es sûr? Bah, d'après mes calculs, ça passe. Si on saute tout de suite en direction de l'arête des hirondelles, on devrait réussir à passer facilement sur l'Italie. Ça ferait un vol de 2600 mètres de dénivelé. Comme ça, du coup, ça nous permettra de faire quelques images de grimpe. Puis après, on pourra au sommet vous filmer depuis le départ. Et puis, Pascal, en hélico, fera la fin du vol. C'est ça qui est super important pour des gros projets, c'est de sentir qu'il y a un bon mouvement et puis qu'il y a une belle énergie de la part de tout le monde. Et c'est comme ça qu'on peut avoir l'esprit libre aussi pour réussir des projets. Si on arrive à faire ce vol sur l'Italie, ce serait la première fois que ce vol se ferait depuis les Jorasses, donc ça me ferait plaisir de pouvoir ouvrir cette voie à la descente, c'est clair. À 24 heures du grand saut, Géraldine a un ultime rendez-vous avec Jan Giesendanner, météorologue, pionnier du routage en montagne. Il prépare pour chaque discipline des météos sur mesure et certains le surnomment le messager du ciel. Ça, c'est les grandes Jorasses. Ben, en fait, le saut, il est juste ici au-dessus. Il y a vraiment une verticale qui partirait vraiment au-dessus du linceul. Et le but, ça serait de tourner autour de l'arête des hirondelles. J'ai prévu de partir demain avec toute l'équipe. Tu confirmes le créneau? Oui, ça a l'air d'être pas mal parce que les hautes pressions arrivent par l'ouest. Dans un premier temps, il y aura du vent, mais progressivement, avec l'arrivée des hautes pressions, le vent va diminuer et on devrait avoir des conditions plutôt bonnes et ça devrait bien le faire. Puis ça vient comme ça. Comme ça, voilà. Et puis l'ensemble se décale vers l'est. Il y a toujours cette instabilité qui se forme au sommet des Jorasses parce qu'il y a un peu de turbulence. Et avec cette turbulence, eh bien, il y a un peu de nuages qui se forment au sommet. Mais comme le vent va diminuer, là, les conditions seront bonnes. Bon, ben cool. Même l'orage le soir, tu penses que... Ah, c'est toujours un orage, mais bon, il faut prendre un peu de risque. Hein. Pour Géraldine, le grand jour est arrivé. Première étape, gravir le sommet des Grandes Jorasses à 4208 mètres d'altitude. L'équipe a choisi comme un clin d'œil aux oiseaux la difficile arête des hirondelles. L'idée d'aller aux Jorasses, ça a toujours été un rêve parce que c'est une magnifique montagne. C'est un sommet emblématique. Et là, c'est juste trop beau, on grimpe, c'est pas facile. En plus, je porte ma wingsuit, mon parachute, plus l'eau, le matériel. Et il y a des parties assez étroites, assez verticales aussi. Géraldine. Ouais. Ben, regarde bien où tu mets les pieds. Hein. Choisis bien les prises. Voilà. Tu un peu de temps quand même. Si tu tombes peu, ça va. Donc si tu mets tout ton poids. Voilà. C'est bon. « 1000 mètres de parois, de rochers et de glace, 8 heures d'effort au risque calculé par les deux guides, Kim et Jérôme. » Bon, on y est. Voilà. Ah, c'est cool d'être là. Hein? Bah ouais. Bon chantier quand même. Ouais, c'était pas facile de passer. Ça commence à sentir la fatigue. Vivement un bel atterrissage en Italie demain, la bonne pizza, un bon café. Bonjour. Un gros dodo? On a fait un gros dodo, ouais. Il fait super bon. Cette nuit, c'est chaud ce matin. Et c'est tout clair, c'est tout beau. Là, je vais sortir pour aller voir parce que je crois que ça va être super beau. J'arrive jamais à les ouvrir, ces machins. Voilà.
Tac. Merci. Sur le doigt. Merci beaucoup. Muesli au lait et aux fraises et framboises. Pas mal, hein? C'est le menu du base jumper? Ouais, ça aide à voler. Ça rend léger. Comme les oiseaux. En tout cas, ça motive bien pour aller sortir de la tente. J'ai déjà sorti une fois, là, c'est super beau, là, ce matin. La vue est magique. Voir tous ces sommets autour de moi. D'avoir le Mont Blanc juste devant les yeux. On se sent vraiment sur le toit du monde. Je me sens tellement privilégiée d'être là et de me dire que je vais pouvoir m'offrir un vol magnifique. J'ai la chance de pouvoir réaliser un rêve de petite fille. On m'a toujours dit que j'étais pas un oiseau et que les petites filles volaient pas. Mais aujourd'hui, je vole pour de vrai et je vole depuis des falaises sans artifice, juste avec mes ailes. Là, c'est l'Italie, c'est là où je vais. Pas mal, hein? Dans la vallée, Pascal Brun se prépare pour le film qu'il doit tourner avec Géraldine. Un saut particulièrement difficile à suivre. Il est 7h30, il fait grand beau. On va décoller dans un petit moment avec Didier Lafont pour aller faire les images de Géraldine qui va sauter du sommet des Grandes Jorasses en base jump. Alors les Grandes Jorasses a déjà été sauté, mais c'est une première féminine. Et puis c'est une première également puisqu'elle a décidé de voler non pas du côté français, mais d'aller se poser dans le Val Vigny, donc côté italien. Le pilote est le préféré des équipes de tournage. Je pense qu'il n'y a pas de vent. Oui, ça c'est bien ça. Depuis longtemps, Pascal accompagne tous ces jeunes et ces sports de l'extrême. Il en connaît tous les dangers. C'est un peu un studio de cinéma là, hein? Studio volant, c'est plutôt sympa, non? La grosse difficulté du film qu'on va réaliser avec Géraldine Fasnard aujourd'hui, c'est que comme elle saute dans le vide, elle va très rapidement perdre de l'altitude et prendre de la vitesse. Et pour l'hélico, il est difficile de coller à Géraldine pour vraiment la suivre dans son évolution. C'est pour ça qu'on utilise cette caméra qui, non contente d'être gyrostabilisée à un zoom extrêmement puissant, et va donner l'impression qu'on est juste à côté de Géraldine. C'est une mission dont la réalisation est difficile. Il y a 3 mètres de neige un peu raide et puis après il y a du rocher, genre à 45 degrés. En fait, il y a une grosse corniche pour arriver sur le saut. Donc on est obligé de faire un ancrage pour pouvoir descendre avec la corde tranquillement sur le départ parce qu'autrement c'est trop dangereux si la corniche elle pète. Ça, c'est les checkpoints du matin. Barrette de poitrine, glissade. Il faut bien faire attention à tout, que le harnais soit bien serré sur le dos. Super raide. Impressionnant, un peu ambiance haute montagne avec du relief, mais en réalité, le relief il est hyper loin quand les dimensions sont. T'as combien la première ledge? La vire, elle est à 4, il y a 4 mètres d'avancée. Mais bon, il faut quand même se tenir à la corde hein, jusqu'au moment jusqu'à se déclipper. Hein. Ouais. Kim pour Jérôme à CMBH.
c'est l'ADN, c'est la colonne vertébrale de cette vallée, bien sûr. Et comme moi dans mon métier d'ailleurs, parce qu'il y a de l'adrénaline en permanence, et c'est ce qui nous nourrit, hein. Et puis l'adrénaline, ça reste encore la drogue la moins chère, hein. À partir du moment où tout se passe bien, évidemment. Oui, la montagne, c'est une maîtresse qui se laisse volontiers posséder jusqu'au moment où elle a décidé qu'elle en avait marre de vous et qu'elle vous jette, quoi. Deux, 3 minutes avant le vol, c'est assez tendu parce que bon, déjà, il y a cette descente en rappel qui n'est pas facile, où il faut vraiment regarder où je mets les pieds. Il y a plein de pierres qui roulent, il n'y a rien qui tient. C'est vraiment la partie la plus technique et c'est celle qui me stresse le plus. Géraldine, Pascal, tu me reçois? Géraldine, tu es prête là? Nous on est en place, hein, on est prêt à te filmer là, c'est quand tu veux. Hein. J'ai une petite minute où je me refais ma ligne dans la tête. Et là, je fais mon décompte. Là pour essayer de la rejoindre parce qu'elle a pris vachement de vitesse. Ah dis donc, ça y est, on arrive à la rejoindre, là, tu l'as? Ouais, c'est bon, tu l'as dans le cadre? Oh là, qu'est-ce qu'elle va vite, hein. C'est trop, c'est malade. Je vais pas trop m'approcher, hein. Je vais bien rester derrière elle parce que même si on arrive à gagner en vitesse, je ne vais surtout pas la déventer d'une manière ou d'une autre. C'est incroyable, hein. Oh, quel vol, c'est extraordinaire, hein. Extraordinaire. Ah ça y est, elle a ouvert. Ah c'est génial, génial. Bravo Géraldine, hein. Quel exploit extraordinaire. Et ouais, c'est l'homme oiseau quoi, en l'occurrence la femme oiseau. Non mais c'est magnifique, c'est un rêve d'Icare. Un saut depuis la France jusqu'en Italie, un dénivelé de 2800 mètres pour 2 minutes de vol, une première de plus à accrocher au palmarès de Géraldine. C'est de l'exploit à l'état pur, hein. Mais je leur laisse ma place. Hein. Moi, je préfère avoir mes 800 chevaux avec moi plutôt que de me lancer dans le vide comme ça, parce qu'il faut avoir les tripes bien accrochées et la tête bien faite pour faire ce genre de choses. C'est pas à la portée de n'importe qui, c'est évident. C'est énorme, non? Ah, c'était énorme. Cool, hein? Trop cool. Départ. Mais ouais. En dos. Et puis on est passé l'arrêt tout de suite, vraiment haut. Et ouais. Mais à la fin, j'avais plus de bras. J'étais là. C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. À peine Pascal a-t-il quitté Géraldine
qu'il rejoint déjà sur le Mont Blanc une équipe de freeriders pour les besoins d'un autre film. Jean-Franck Charlet, de son côté, a troqué sa casquette de cristallier pour chausser celle de guide avant de s'envoler dans quelques semaines pour un long trek en Himalaya. Sur la mer de glace, Luc Moreau, accompagné de ses amis géologues et glaciologues, n'en finit pas de constater la fonte des glaciers qui s'accélère à un rythme inquiétant. Sur l'aiguille du Midi pour Ludovic Ravanel, cette saison a été particulièrement chaude. Il a décidé de mettre en place un dispositif pour analyser en direct les effets des changements de température sur les roches. Et dans le silence solennel de cet univers minéral, l'aiguille déplacera encore longtemps les passionnés du monde entier. Ils continueront d'expérimenter la folie, la beauté et la grandeur de ce massif au pied du Mont Blanc.